savez qu'on a diabolisé la contraception orale, et surtout dans nos territoires où les parents, vous savez que l'aspect culturel est très important ici et a un poids très important sur nos enfants, sur les plus jeunes. Les parents disent que la pilule donne le cancer, donc il ne faut pas prendre la pilule. Et on se retrouve avec un taux d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse, extrêmement élevé dans nos régions, parce que les parents ne veulent pas forcément que les enfants prennent la pilule et pensent que les enfants n'ont pas les mêmes élans que les autres, que nos enfants sont différents. Ils ne sont pas différents, ils sont comme les autres. Certes, elle a des inconvénients. Elle a des inconvénients. Vous avez bien vu qu'il y a une augmentation des facteurs de la coagulation, d'où une augmentation des risques de thrombose, une diminution des facteurs de protéolytiques. Donc, ce qui fait que vous avez une augmentation des thromboses. Et vous avez vu, vous avez entendu comment ces derniers temps, les risques d'embolie pulmonaire avec les nouvelles pilules, les pilules de 3e génération. Donc, le risque de thrombose est véritablement présent avec ce risque est plus élevé en fonction de la pilule. Plus le taux d'œstrogène est élevé, plus le risque est élevé. C'est élevé avec les nouvelles pilules parce que ce ne sont pas les mêmes progestatifs, mais c'est élevé aussi avec les anciennes pilules, les pilules qu'on prescrivait avant 1975, avec un taux d'œstrogène qui était très élevé. Donc le risque thromboembolique est quand même pas si élevé. Vous savez que quand vous donnez un médicament à quelqu'un qui est malade, vous prenez un risque, mais vous savez que vous traitez un malade. Mais quand vous donnez un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade, mais même si le risque est très faible, il est quand même trop élevé pour certains, parce qu'on traite quelqu'un qui n'est pas malade. Et c'est bien pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas mettre quelqu'un sur une table d'intervention s'il n'y a pas une vraie indication. Parce que vous pouvez mettre sur une table d'intervention, sur une table pour pas grand-chose, la personne peut rester. Et après, on vous dira, mais quelle était l'indication de l'intervention chirurgicale? Donc, c'est quand vous traitez un malade, quel que soit ce qui pourrait se passer, c'est grave de tuer quelqu'un sur une table d'intervention, mais on comprend aussi que quelqu'un qui est en une phase avancée, par exemple, d'un cancer qu'on prend en charge, eh bien, le risque est plus élevé que quand on prend quelqu'un en charge qui n'a aucune pathologie. Donc, on doit être prudent. Le risque de thrombose est faible chez les non-fumeurs, quel que soit l'âge, ça, vous le savez, c'est pas la peine d'y insister. Donc, il faut savoir aussi que dans 23% des cas, ces risques sont associés à une pathologie sous-jacente. Il y a quelquefois un problème déjà de la coagulation. Ce qui fait que vous avez la thrombose très rapidement. On a des gens qui prennent les quelques poignées de pilules et vous avez la thrombose tout simplement parce qu'il y a des facteurs de risque. Vous avez une coagulation déjà en difficulté. Vous voyez les triglycérides, quand on regarde en bas de la dernière ligne, les triglycérides augmentent le facteur 7. Et vous avez bien vu que l'augmentation du facteur 7, c'est un facteur de la coagulation, favorise la thrombose. Et les triglycérides diminuent la fibrinolyse. Donc, quand on fait la résultante de tout cela, eh bien, on a une résultante qui va en faveur de la coagulation. On a aussi dans la pilule, je parle bien de la pilule œstroprogestative, il y a deux produits. Il y a les œstrogènes qui sont, vous voyez que les œstrogènes la progestérone diminue le bon cholestérol. La progestérone contenue dans la pilule diminue le bon cholestérol, alors que les œstrogènes augmentent le bon cholestérol. Et pour le LDL, qui est le mauvais cholestérol, vous avez l'effet inverse. Vous avez les œstrogènes qui diminuent les LDL, ça veut diminuer la coagulation, et la progestérone qui augmente les LDL. Donc, la progestérone est plus nocive que les œstrogènes sur le cholestérol. J'avais dit qu'il y avait quelques risques, il n'y a pas que les risques thromboemboliques, il y a aussi les risques d'infarctus. Alors, depuis quelque temps, on dit que ce ne sont pas les athéromes, les plaques d'athérome qui sont à l'origine des infarctus. Là, vous avez un bon exemple. La pilule va entraîner la thrombose à cause des risques sur la coagulation, mais pas par l'intermédiaire des plaques d'athérome. Et ça peut entraîner aussi des spasmes. Donc, la coagulation plus les spasmes vont entraîner l'infarctus du myocarde. Avec un risque estimé de 4 pour 100 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même élevé pour ceux qui sont atteints.
Il n'y a pas de risque cardiovasculaire chez les anciennes utilisatrices de la contraception œstrogestative. Il y a des risques aussi d'hypertension artérielle par l'élévation de la rénine et la rétention de sodium induit par la pilule. Et puis, on arrive au cancer du sein. Donc, aujourd'hui, vous allez voir des cancers. Là aussi, je dirais qu'il n'y a pas de cause pour le cancer du sein. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Il y a des facteurs prédisposants. Même les facteurs génétiques sont des facteurs prédisposants, ne sont pas des causes de cancer du sein. Il y a une augmentation faible du cancer du sein due à la pilule. Alors que, autrefois, on disait même que la pilule pourrait être la cause des cancers du sein. Un risque relatif de 1 sur 1,2, c'est pas beaucoup quand on compare aux personnes, aux femmes qui n'ont pas de cancer. Et ce risque disparaît 10 ans après la fin de l'utilisation. Le risque est certes légèrement plus élevé. Elle est plus élevée dans les pays développés. Donc, ce qui fait intervenir l'alimentation. Donc, on est dans le vif du sujet, dans ce que vous allez dire aujourd'hui. L'alimentation est importante. L'obésité joue un rôle. L'hypertriglycéridémie joue un rôle dans la survenue des cancers du sein. Et le risque est multiplié par 3 chez les femmes qui n'ont pas d'enfants, ou alors qui ont des enfants à moins de 30 ans. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, vous savez que les facteurs carcinogènes sont hyper présents depuis la vie intra-utérine, la vie in utero, jusqu'à la première grossesse et l'allaitement. Après seulement à la première grossesse et l'allaitement, les cellules se différencient. Alors, tous les facteurs exogènes qui interviennent à ce moment-là, pendant la vie intra-utérine et avant la première grossesse et l'allaitement, peuvent favoriser le cancer du sein. Vous savez qu'en Asie, nos amis mangent beaucoup de soja. Alors, le soja n'agit pas comme nous le faisons ici. À 50 ans, on va prendre du soja pour avoir une réduction du cancer du sein, de l'incidence. Non. Parce qu'il est trop tard, parce que le soja va agir pendant la vie intra-utérine, parce que les mamans mangent déjà du soja pendant la vie intra-utérine pour induire des facteurs protecteurs du cancer du sein. Donc, ce n'est pas la peine d'aller manger que du soja. Si vous voulez manger du soja, mangez, mais vous ne mangez pas du soja pour réduire le risque de cancer du sein, il est trop tard. La contraception, vous avez là encore, il y a une petite élévation sur cet article, une petite élévation du cancer du sein, là, je l'ai déjà dit, mais avec une disparition des risques après 10 ans. Là, c'est un article très, très récent, un article qui est sur 1 800 000 femmes, suivi sur 10 ans et demi à peu près, entre des femmes d'entre 15 ans et 49 ans. Le risque relatif est de 1,2. Vous voyez que ce n'est pas très élevé. Après 1 an d'utilisation, le risque relatif est de 1,09. Ce risque augmente un petit peu plus après 10 ans d'utilisation à 1,30. Au plan statistique, c'est significatif. Donc, le risque de cancer du sein est légèrement plus élevé, mais le risque est faible. Il faut bien garder à l'esprit que le risque est faible. Et puis, nous avons aussi des actions sur d'autres cancers. On n'a pas que le cancer du sein, il y a le cancer de l'endomètre, il y a une réduction du cancer de l'endomètre, il y a une réduction du cancer de l'ovaire chez les femmes qui prennent de la contraception. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas diaboliser la prise de contraception. Et plus la durée de prise est longue, plus la réduction de ces cancers est intéressante. Et on sait que on garde le profit 15 ans après l'arrêt de prise de contraception. On garde le profit de ces avantages. Et vous voyez que même chez les femmes qui ont un BRCA1 positif, un BRCA2 positif, on a une réduction des cancers de l'ovaire. Je n'ai pas dit aujourd'hui qu'il faut donner de la pilule à tout le monde. Je dis qu'il y a des inconvénients, certes, mais il y a quelques avantages. Alors, puisque l'utilisation des contraceptifs œstrogestatifs combinés augmente le risque de certains cancers et diminue le risque d'autres formes de cancer,
Donc, quand on fait une balance bénéfice-risque, on dit on est pratiquement à l'équilibre, peut-être même un peu bénéfique, parce que vous avez une réduction du cancer de l'endomètre, vous avez une réduction du cancer de l'ovaire, vous avez une réduction des IVG, vous voyez, vous avez une réduction des IVG, une réduction des fausses couches. Vous savez que les IVG peuvent mettre la vie d'une femme en danger. Les fausses couches aussi peuvent mettre la vie d'une femme en danger. Vous réduisez le risque de grossesse extra-utérine. Là aussi, la vie d'une femme peut être en danger. Peut-être pas chez nous, mais ceux qui ont travaillé en Afrique ou qui ont travaillé en Afrique savent que les grossesses extra-utérines mettent la vie des femmes en danger. Et la majorité des femmes qui meurent, c'est à cause de ces grossesses extra-utérines et des IVG, des complications des IVG. Ça aussi améliore la prise en charge. On ne va pas mettre sur une table d'intervention une femme qui a des kystes fonctionnels. Et vous savez, sous pilule, il n'y a pas de kyste fonctionnel de l'ovaire. Or, quand on ne le sait pas, on a le couteau entre les dents. Dès qu'on voit un kyste, on opère. Or, cette opération peut être inutile. On peut aussi traiter des tumeurs bénignes du sein. On peut avoir des tumeurs bénignes du sein, mais c'est pas pour autant il faut les opérer. Et puis on a la diminution des pathologies génitales sévères. Quand on réduit, quand une femme commence à faire ses frottis très jeune, à 25 ans, elle commence ses frottis. Cela veut dire qu'elle a un suivi médical que nous n'avons pas, nous les hommes. C'est pour cela qu'on découvre le cancer de la prostate un peu tardivement. On est un peu sournois, on ne va pas voir le médecin facilement. Mais on a aussi notre pathologie. Mais les femmes qui ont l'habitude de voir le médecin depuis l'âge de 25 ans continuent à voir les médecins. Donc, elles sont dépistées très tôt. Ce qui fait qu'avec la généralisation du frottis, on est passé de 40% à 60% en fonction des années. Eh bien, on a augmenté le suivi de ces femmes. On a augmenté le dépistage du cancer, qui est dépisté beaucoup plus tôt. Et on a réduit le risque de cancer du col parce qu'on dépiste le cancer du col à un stade où il peut être traité au stade pré-invasif. Il peut être traité avec un pronostic de 100%. Donc, vous voyez que la prise en charge d'un cancer permet de prendre en charge aussi d'une pathologie mammaire, permet aussi de prendre en charge d'autres pathologies qui peuvent être aussi graves, voire plus graves que la pathologie mammaire. Voilà, je vous en remercie.